à toutes et à tous d'être ici. On est tous là pour se réchauffer, se remonter le moral après les événements que nous connaissons. C'est toujours bien de se retrouver entre militants et ça permet de faire des projets et peut-être aussi d'éclairer un petit peu l'avenir. Alors, ce qu'on va faire, je vais vous parler pendant peut-être plutôt 45 minutes qu'une heure, même peut-être un petit peu moins des bouquins. Et puis après, à ce moment-là, à l'occasion des questions-réponses, eh bien, répondre à vos questions concernant tout ce qui s'est passé depuis un an. Et malheureusement, il y a beaucoup de choses qui se sont passées, même qui se passent encore en ce moment. Alors, j'ai commencé à aller à Gaza il y a maintenant plus de 20 ans, 2001, décembre 2001. Depuis le début de 2002, j'y vais 3 fois par an, sauf la période de Covid. Et puis j'y suis retourné au mois d'avril de cette année. Alors, très vite, j'ai été invité pour des petites causeries auxquelles j'ai bien accepté, bien volontiers de participer, me rendant compte qu'effectivement, un témoignage du terrain, c'est quelque chose qui a une autre dimension que ce qu'on peut lire ou entendre. Il y a un vécu, il y a des choses supplémentaires. J'ai écrit des articles aussi pendant 7-8 ans. Et puis après, ayant accumulé un certain nombre de connaissances, ayant débusqué un certain nombre de sujets qui me semblaient importants de traiter, au fur et à mesure, finalement, que j'ai appris, j'en ai fait un petit peu la pédagogie en écrivant des petits bouquins. Et ces bouquins, maintenant, il y en a une dizaine. Là, j'en ai mis, rassurez-vous, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6 sur la table. Dans l'ordre des publications, et il y a évidemment une progression qui correspond à ce que j'ai appris et que j'ai voulu transmettre. Alors, le premier bouquin, d'ailleurs, qui n'est plus là parce qu'il est épuisé, je me suis dit, j'y connais rien. Je vais faire la biographie d'un Palestinien, un seul, au lieu d'essayer de faire quelque chose de plus large, n'étant pas historien et puis n'ayant pas non plus le temps d'écrire et de chercher. Donc j'ai fait la biographie de Mohamed Randissi, que j'ai connu à Gaza, et qui ensuite, à une époque où c'était encore possible, eh bien, est venu travailler avec moi à l'hôpital à Paris et compléter sa formation de chirurgien orthopédiste dans une chirurgie qui est malheureusement très utile là-bas, c'est-à-dire les séquelles de traumatisme, en particulier les paralysies, les grosses pertes de substances osseuses, cutanées. Donc cette chirurgie réparatrice qui va bien au-delà de la chirurgie plastique, puisque c'est une chirurgie fonctionnelle où on fait à la fois de la chirurgie osseuse, cutanée, vasculaire et surtout nerveuse. Donc ça, c'était la biographie de Mohamed Randissi, donc une famille, un parcours, je passe. Et puis après, je me suis dit, il faut aussi que je replace ça dans un contexte historique, parce que toutes les régions du monde sont des régions au carrefour. Toutes ont des histoires, ont eu des interactions avec les pays environnants. Et évidemment, ce pays dans le coin de la Méditerranée, à la jonction de l'Afrique et du Proche-Orient, eh bien, un passé absolument extraordinaire. Et je me suis intéressé surtout au passé ancien, pas seulement au passé du dernier siècle et avec tous les drames que vous connaissez, de façon à m'imprégner un petit peu des racines de cette région du monde. Et ces racines, eh bien, elles sont pluriculturelles, plurireligieuses, mais elles remontent aussi, ce qu'on imagine assez peu, à des temps très anciens. Gaza, il y a plus de 2000 ans, eh bien, était un grand centre universitaire, un grand centre de rhétorique, un grand centre artistique. En visitant, par exemple, en Italie ou en Sicile, eh bien, certains vestiges gréco-romains, eh bien, on s'aperçoit qu'on voit exactement les mêmes mosaïques à Gaza que les mosaïques de Piazza Armerina en Sicile, avec exactement la même facture, les mêmes constructions. Donc on voit que finalement Gaza s'est inscrit complètement dans le développement de cultures déjà anciennes. On a trouvé des vestiges remontant à plus de 3000 ans dans la bande de Gaza. Et comme le dit Jean-Baptiste Imbert, qui je crois va être bientôt votre invité, je vous encourage vivement à venir l'écouter parce que c'est un personnage à la fois extrêmement cultivé
mais en même temps très haut en couleur, avec des formules, avec aussi des opinions, vous voyez, qui font plaisir à entendre. Jean-Baptiste Imbert a fouillé pendant 30 ans à Gaza, il en a sorti des choses extraordinaires. J'espère qu'il en reste quelque chose, j'en sais rien. Mais en tout cas, je me suis appuyé aussi de son témoignage lorsque j'ai écrit un livre sur les chrétiens de Gaza, parce que personne ne pensait qu'il y avait des chrétiens à Gaza. Je me suis dit, bien, il y en a, c'est peut-être intéressant d'aller les voir, de les écouter. J'en ai rencontré, j'ai fait des entretiens longs. Et ils m'ont souvent dit, oh, écoutez, ça nous ennuie quand même que vous veniez vous entretenir avec nous, parce qu'on vit très bien ici, on vit plutôt aussi mal que nos amis musulmans, mais on ne veut surtout pas qu'on vienne nous délivrer, on ne veut surtout pas qu'on vienne en aide, qu'on nous sépare finalement du reste de la population, parce que voilà. Et Gaza, et ça a été vraiment un déchirement pour moi quand j'ai vu par exemple au cours de cette année la destruction, le bombardement de la mosquée Al-Oumari. La mosquée Al-Oumari, c'était beaucoup plus qu'une mosquée, beaucoup plus qu'une église. C'était un symbole parce que sur le sommet de la colline de Gaza, vous aviez au 1er, 2e siècle un temple dédié à Marnas, et puis au 3e, 4e, c'est devenu une église, et puis au 7e, l'église a été transformée en mosquée, mais dans des conditions honorables, c'est-à-dire que lorsque l'islam est arrivé, eh bien, les lieux de culte ont été répartis entre chrétiens et musulmans. Il n'y a pas eu d'éviction, on n'a chassé personne. Et donc la mosquée Al-Oumari, l'église Saint-Porphyre est devenue, plutôt l'église Eudoxiana, pardon, l'impératrice Eudoxia, est devenue la mosquée Al-Oumari. Et puis l'église Saint-Porphyre du IVe siècle, eh ben, elle était là jusqu'à ce que les Israéliens la bombardent. Et il y a quelques mois, donc il y avait une église du IVe siècle qui a fonctionné sans discontinuité depuis le IVe siècle, voyez. Et lorsque les croisés sont arrivés, eh bien, ils ont transformé la mosquée Al-Oumari en basilique, qui ressemble à toutes les basiliques de France de la même époque, c'est-à-dire du XIIe siècle. Et cette mosquée Al-Oumari basilique est redevenue une mosquée au départ des croisés, et elle a survécu bien jusqu'à ces bombardements terribles. C'était la plus ancienne et la plus belle des mosquées de Gaza, qui était dans une église, et donc c'était toujours intéressant quand on y entrait de voir finalement une mosquée qui n'était pas construite en direction de la Mecque, mais avec un tapis en biais pour bien montrer la direction de la Mecque, mais on est toujours dans une mosquée. Et cette mosquée, cathédrale, basilique, je ne sais plus comment l'appeler, a été parfaitement conservée, entretenue, et elle faisait partie à 1000% du patrimoine des habitants de Gaza, avec un accès libre, avec juste à côté une bibliothèque remplie de manuscrits remontant à parfois plus de 1000 ans. J'ai bien connu l'historien palestinien, bien entendu, qui a travaillé sur ce centre de documentation de la mosquée Al-Oumari. Il a mis 5 ans à faire l'inventaire des manuscrits de la mosquée Al-Oumari. Donc c'est tout ce patrimoine qui a été attaqué, je dirais, pas détruit, parce que finalement le patrimoine, c'est ce qui reste, c'est ce que nous avons dans la tête, c'est ce qu'on peut reconstruire. On a reconstruit le pont de Mostar en Yougoslavie, et je pense qu'on reconstruira la mosquée Al-Oumari. En tout cas, il y a beaucoup à tirer de cette région du monde, et en particulier la cohabitation, qu'on a autant de difficultés à mettre en route en France. Il faut dire que l'exécutif ne nous aide pas beaucoup, bien au contraire. Eh bien, cette cohabitation, elle est particulièrement visible en ce qui concerne les relations chrétiennes que je décris dans mon petit bouquin sur les chrétiens de Gaza et musulmans, en ce sens que la messe, par exemple, à l'église Saint-Porphyre, a lieu le vendredi, et non pas le dimanche. Bah oui, c'est plus pratique. Et puis quand on sort de la messe, il y a l'appel à la mosquée, à la grande prière du vendredi. Donc il y a beaucoup de choses à tirer de cette vie là-bas. Donc ça, c'est les chrétiens de Gaza. J'en ai apporté que quelques exemplaires, malheureusement. Et puis, tout au long de ces 8 ou 9 premières années,
J'ai écrit aussi des chroniques. Hein. Le principe d'une chronique, c'est qu'elle est écrite au moment où l'événement se produit, où la chose que l'on veut relater se produit. Ce n'est pas quelque chose qu'on écrit sur sa mémoire ou après des recherches. Donc vous avez des chroniques qui s'échelonnent sur une dizaine d'années, eh bien, qui sont des gens rencontrés, des petits événements, qui donnent des touches sur la vie familiale, religieuse, politique, que sais-je. Donc le fil qui tient tous ces livres, c'est finalement de donner un visage. Alors c'est une expression, c'est un peu impensif, mais ça n'empêche que si l'on observe aujourd'hui nos grands médias, eh bien on ne montre pas beaucoup le visage des Palestiniens, c'est même vraiment atterrant. Et donc j'ai essayé de donner un visage le plus possible, d'humaniser cette population qui a tant de qualités. Et puis, un certain nombre d'événements m'ont semblé intéressants dans l'histoire de cette Palestine, dans l'histoire politique de cette Palestine, et en particulier dans l'histoire d'un mouvement que j'ai découvert à travers mes amis et puis les connaissances, qui est le mouvement finalement de l'islam politique. Cet islam politique qu'on ose à peine, dont on annonce avec difficulté l'existence et qui est l'objet de toutes les luttes. L'islam politique, c'est quoi? C'est finalement des gens qui ont une culture, une philosophie, une histoire, des racines, une religion, et qui se disent, finalement, lorsqu'il s'agit de mettre un bulletin dans l'urne, lorsqu'il s'agit d'élaborer un projet, lorsqu'il s'agit de penser à l'organisation sociale, eh bien, il n'est évidemment pas question de mettre de côté tout ce qui fait notre identité, nos racines, notre philosophie, notre religion, notre culture, etc. C'est aussi simple que ça. Et donc, j'ai été plongé dans cette fraternité, d'autant plus que je me disais, mais ils m'acceptent tel que je suis, et donc je ne vois pas pourquoi je ne les accepterais pas tels qu'ils sont. Et ça, c'est à l'origine de contacts absolument merveilleux tout au long de ces années. Alors, parmi les événements importants aussi politiques, parce que tout le monde parle de politique là-bas, c'est leur vie, la politique, malheureusement, eh bien, il y a un premier événement qui m'a été relaté, c'est l'épisode de Marjezour au Liban. Alors, je pose toujours la question dans la salle, qui a connu, quand je dis Marjezour, qu'est-ce que ça évoque pour vous? Levez la main, ceux qui connaissent cette histoire. Alors, c'est pas mal, je vois 3 mains, 4 mains qui se lèvent. Bon, c'est bien, mais vous voyez, j'allais dire, y a-t-il un Palestinien dans la salle? Oui, il y en a au moins un, c'est Jacques Nello. Donc, c'est l'un des 4, alors je l'élimine. Donc, il ne reste plus que 3 mains, c'est pas beaucoup. Donc, vous voyez, bon. Ça, n'empêche, c'est quelque chose d'extrêmement important. Mon ami Mohamed Rantissi, frère d'Abdelaziz Rantissi, donc je l'ai connu il y a bien longtemps, m'a dit, mon frère, il a été déporté à Marjezour au Liban. Ah bon, très bien. En quelle année? 1992. Ah bon, très bien. Et puis rencontrant le doyen de la fac de médecine, puis un 3e, puis le 4e qui était un marchand où on était allé acheter un vêtement, les anciens de Marjezour. Mais qu'est-ce qui s'est passé à Marjezour? Et là, je me suis rendu compte qu'il s'était passé un événement historique dans l'histoire du Hamas, et pas seulement du Hamas islamique, en tout cas dans l'histoire de l'islam politique en Palestine. Un événement historique s'est produit en 1992, c'est-à-dire que Yitzhak Rabin, alors que les accords d'Oslo commençaient à se négocier en douce avec Arafat, avec en plus les négociations de Madrid, avec Haïdar Abdel Shafi, que j'ai rencontré aussi, eh bien, en dehors de ça, eh bien, il a voulu éliminer ou neutraliser le plus possible une partie de l'opinion dont il savait qu'il n'accepterait pas les accords d'Oslo et ce genre de négociation, une normalisation en quelque sorte avec Israël, hein, et un arrêt de la résistance physique. Et donc il a décidé, Yitzhak Rabin, le gentil Yitzhak Rabin, eh bien, de capturer 400
membres du Hamas ou du djihad islamique. Certains étaient en prison, d'autres étaient chez eux, certains en Cisjordanie, d'autres à Gaza. Et il les a déportés au Liban, dans la neige, l'hiver, à 1000 mètres d'altitude. Et donc, ça a été un événement pas fondateur, parce que le Hamas a été fondé en 1987. Là, on était 5 ans après, en 1992. Mais vous imaginez de déporter et de balancer au Liban 400 personnes dont le projet politique, l'idéologie, la volonté, les convictions, la détermination étaient identiques. Eh bien, qu'est-ce qu'ils ont fait? Au lieu de se disperser dans le monde arabe, et ça aurait fait 400 familles palestiniennes de moins en Palestine, eh bien, ils sont restés sur place. Ils se sont collés les uns contre les autres. Au début, sous la neige qui tombait et dans des conditions effrayantes, car certains ont été cueillis en train de regarder un match de football à la télévision, d'autres ont été pris en prison, et ils ont été balancés comme ça. Alors, ils ont décidé de ne pas entrer dans le Liban. Et d'ailleurs, les autorités libanaises, un peu comme les autorités égyptiennes aujourd'hui, n'avaient aucune envie de voir 400 Palestiniens arriver en plus. Ils avaient déjà eu à souffrir pas mal des Fedayines qui, pour les Libanais, ça a été des épisodes très douloureux, et on en connaît encore jusqu'aujourd'hui, avec finalement les Fedayines qui faisaient un saut en Israël, qui revenaient, Israël qui bombardait. Et là, les locaux ont vu 400 personnes qui n'étaient pas des combattants. Alors c'était un petit peu curieux, puis ils ont vu, c'est des gens très éduqués. Il y avait des médecins qui ont instantanément fondé un dispensaire médical avec des consultations. Alors pour les paysans du coin, qui n'étaient pas nombreux dans la montagne, voir arriver des médecins, c'était quand même pas mal. Et puis il y avait des ingénieurs, et puis il y avait toutes les professions, il y avait les étudiants, il y avait 17 professeurs d'université, Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Après que la Croix-Rouge ait apporté des tentes, après que les populations locales aient apporté un petit peu de quoi survivre, eh bien ils ont créé une université. Ils ont créé une université en disant, écoutez, il y a des profs, il y a des étudiants, on va faire des filières. Ils ont fait un certain nombre de filières. Enfin bref, je vous raconte tout ça dans le livre qui s'appelle La vallée des fleurs. C'est une mauvaise traduction, excusez-moi les arabisants. Marjezour, c'est-à-dire le champ des fleurs. J'ai trouvé que la vallée des fleurs, ça sonnait mieux, mais ce n'était pas vraiment une vallée. Et surtout, ce n'était pas fleuri du tout, mais ça, c'est pas moi. Marjezour, c'est le nom qui a été donné par les locaux. C'est un peu comme le Groenland, vous voyez, la terre verte, le Groenland, c'est pas très vert, hein, bon. Donc c'était quelque chose d'assez hard, mais ils ont réussi à détourner cette punition en un formidable brainstorming, et c'est là qu'ils ont élaboré, ils ont énormément discuté. Il y avait ceux de Cisjordanie et de Gaza qui parfois ne s'étaient jamais rencontrés. Ils ont créé une cellule de communication, et malgré l'absence d'Internet, ça a été un buzz mondial. Le Conseil de sécurité a condamné en 24 heures la déportation de 400 personnes sans jugement ni charge. Donc vous voyez que ça a été... Les temps changent. Bon, pas dans le bon sens. En tout cas, c'est là qu'ils ont élaboré leur programme au long terme, au moyen et long terme. Et en particulier, vous voyez, je passe directement à celui-là, ils ont élaboré leur politique étrangère à Marjezour. Et ça, c'est extrêmement intéressant, et ça, je le dis d'autant plus volontiers que ça, que ce n'est pas un livre que j'ai écrit, je n'ai fait que le traduire. Il a été écrit par un Anglais qui s'appelle Daoud Abdullah, qui dirige le Middle East Monitor. Et c'est assez fascinant de voir à quel point la réflexion qu'ils ont menée en 1992-93, puisque ça a duré un an, a permis de poser les bases d'une politique étrangère. Alors, vous voyez, cette politique étrangère basée sur, en gros, 5 piliers, je en dirais les plus importants de tête. Le principal, c'est, en politique étrangère, ne jamais s'allier participer à des alliances régionales. Un autre très très important, l'action armée d'un mouvement de libération ne s'exercera que sur le territoire de la Palestine. Et ça, c'est quelque chose que nos médias ont du mal à entendre. Jamais le Hamas et le djihad islamique n'ont fait d'action armée dans toute l'Europe. Ils n'ont jamais fait sauter des avions. Ils n'ont jamais assassiné personne à Paris ou nulle part. Et ils ont
en même temps développer des relations internationales avec des États. Vous voyez, qu'est-ce que c'est que ce mouvement classé terroriste par l'Union européenne qui développe des relations internationales avec des États? C'est complètement contradictoire. Et quels États? La Russie et la Chine en particulier. Et vous voyez que peu après le 7 octobre, l'offensive du 7 octobre, eh bien, deux poids lourds du Conseil de sécurité, la Russie et la Chine, sont venus au secours des Palestiniens en bloquant par un veto une résolution américaine qui aurait abouti à classer le Hamas sur la liste des organisations terroristes de l'Union des Nations Unies. Et ça aurait été une vraie catastrophe parce que vous voyez, lorsqu'un pays décide de mettre terroriste une organisation, ça interdit tout contact avec cette organisation, y compris les contacts diplomatiques. Autrement dit, ça coupe complètement les ponts pour se parler, se connaître. Et donc, en ce qui concerne les Nations Unies, un classement des Nations Unies aurait été catastrophique. Et le Hamas, comme le djihad islamique, n'a jamais été sur la liste des organisations terroristes des Nations Unies, de la Russie ou de la Chine. Donc vous voyez que ce tout petit mouvement de rien du tout a réussi à mettre sur pied un certain nombre de règles auxquelles il s'est tenu jusqu'aujourd'hui, avec une énorme difficulté, mais ça c'est un sujet en soi. Il y a un chapitre entier qui est consacré à la question des relations avec la Syrie, puisque à un moment donné, eh bien, les responsables du Hamas ont été mis devant un choix impossible. Je n'insisterai pas là-dessus, mais c'est un sujet important. On commence à peine à sortir de ce conflit, mais ça a été une véritable épreuve. Donc ça, c'est l'histoire de la politique étrangère et ça se lit vraiment très facilement. Marc Jésour, je vous en ai parlé. Alors, je me suis dit ensuite, je vais faire un livre sur les prisonniers. Alors, il y en a eu déjà beaucoup. Il y a eu des livres de témoignages. Il y a eu d'autres livres universitaires de très grande qualité. Je pense à La toile carcérale, qui a été faite par une chercheuse, directrice de recherche au CNRS, Stéphanie Latabdallah, un livre remarquable. Alors moi, à chaque fois que j'ai pensé écrire un bouquin, je me suis dit, il faut que tu puisses apporter quelque chose que les autres n'apportent pas. Et qu'est-ce que je peux apporter? Moi, c'est la chance, à travers mon alibi, entre guillemets, chirurgical, eh bien, c'est pouvoir d'entrer en Palestine, c'est pouvoir d'entrer dans Gaza sous siège, et c'est pouvoir parler pratiquement à qui je veux, parce que quelques-uns de ces livres ont été traduits en anglais et en arabe, et c'est la meilleure des introductions. Et quand je vais interviewer des grands personnages avec mon ami Mohamed Randissi, eh bien, véritablement, j'ai été frappé par la manière dont ces personnages mettaient leur tripes sur la table et acceptaient. Pendant les 10 premières années, je n'aurais jamais osé apporter un magnétophone, par exemple. Je trouvais que c'était intrusif. Même prendre des notes devant quelqu'un, je ne l'ai jamais fait. Et finalement, je le regrette un petit peu parce qu'il y a beaucoup de choses que j'aurais pu conserver et utiliser plus tard. Mais bon, on se construit progressivement. En tout cas, pour ces dernières années, j'ai travaillé avec le Magnéto sur la table. Une très grande source d'information a été donnée par Mahmoud Zahar. Mahmoud Zahar est un membre historique, un fondateur. Il est toujours au bureau politique du Hamas, bien qu'il soit très âgé. Mais c'est quelqu'un qui m'a toujours parlé franchement, à cœur ouvert. En plus, il parle anglais, donc on peut parler directement sans traduction. Et c'est un petit peu grâce à lui que j'ai pu apporter une note, je dirais, nouvelle, en tout cas peu connue ou pas connue du tout, concernant les prisonniers. J'ai pris un sujet carré, j'ai pris l'échange de 2011 entre le soldat franco-israélien Shalit, capturé dans son tank, et puis le 1027 prisonniers. Et donc, Mahmoud Zahar m'a expliqué, ce n'était pas le premier échange de masse, mais disons qu'au fur et à mesure, ils ont mis au point une technique, car, vous le savez bien, chaque famille palestinienne eh bien, a souffert ou souffre tous les jours de la prison sous la forme d'un fils, d'un père, d'une sœur, que sais-je, qui sont en prison et parfois
condamnés à perpétuité, ce qui est complètement illégal. Vous savez, les combattants n'ont pas à passer devant les tribunaux et ne peuvent pas être condamnés encore moins à perpétuité et dans des prisons en dehors de leur territoire. Bon, enfin bref, c'est complètement illégal, mais c'est comme ça. Et donc, en tout cas, pour des milliers, maintenant malheureusement plus de 10 000 familles, eh bien, c'est la présence permanente d'une blessure très profonde qui est celle d'avoir quelqu'un, un cher qui est dans une prison, parfois peut-être définitivement, encore qu'on n'en sache rien avec le système de la détention administrative. Alors, j'ai pris ce sujet et j'ai pris le sujet de l'échange de 2011 et c'est Marmouzar qui dirigeait les négociations et donc qui m'a raconté, c'est son récit. Et je crois que c'est important de connaître cette technique de négociation puisqu'on est encore une fois de plus, malheureusement, dans une situation analogue où vous avez d'un côté maintenant peut-être 10 ou 12 000 prisonniers otages palestiniens dans les prisons israéliennes et vous avez une centaine de prisonniers otages israéliens dans les prisons palestiniennes. Donc, la question qui est posée, c'était évidemment l'un des 3 objectifs de l'offensive palestinienne du 7 octobre, eh bien, c'était de pratiquer un échange de prisonniers de façon à pouvoir réconforter des familles, récupérer des personnes. Et donc, il y a une technique de négociation. Et ce n'était pas la première fois dans les années 2006-2011, puisque les négociations ont duré presque 6 ans, un peu plus de 5 ans. Ce n'était pas la première fois que ces négociations avaient lieu et les critères de la négociation exigés du côté palestinien, c'était nous souhaitons échanger en priorité les personnes âgées, les prisonniers âgés, les longues peines, les femmes, les enfants, les malades, etc. Et donc il y a eu une gradation et chaque nom est proposé par la partie palestinienne après une triple consultation, parce qu'il ne connaissait personne, ni même Marmouzar ne connaissait la totalité, évidemment, des 5 ou 6 000 prisonniers qu'il y avait à l'époque. Donc il y a des conseillers, et il faut recueillir l'avis pour un seul nom d'une seule personne. Il faut recueillir l'avis de la branche politique, de la branche militaire, des prisonniers eux-mêmes. Car les prisonniers, depuis toujours, élaborent en prison des listes de prisonniers à proposer lorsqu'il y aura un échange, vous voyez. Et on verra qu'un prisonnier très célèbre, d'ailleurs, a été échangé. Ça, c'est mon dernier bouquin, c'est celui dont j'ai reçu les premières impressions lundi, qui vient de sortir, c'est Ahmed Yassine. Donc, il y a une négociation qui dure longtemps. Le nom est accepté ou il est refusé. Parfois, la partie israélienne refuse, accepte, refuse, change d'avis. Et donc, ça a mis 5 ans pour avoir une liste de 550 noms selon la volonté du Hamas et 450 noms selon la volonté, une volonté partagée, hein, je dirais. Et c'est d'ailleurs Salah Hamouri dont on a évoqué il n'y a pas longtemps, va venir ici, je crois, c'est ça, non? Non, bref, vous connaissez tous Salah Hamouri. Salah Hamouri a été libéré en même temps que le deuxième lot de prisonniers de l'échange de 2011. Mais il n'a pas fait partie de la négociation, parce que, certes, il avait passé 10 ans en prison, ce qui est une longue durée, mais il était très proche de sa libération. Et donc, le côté palestinien ne l'a pas mis en avant parce qu'on savait qu'il allait être libéré quelques mois plus tard. Il préférait privilégier un prisonnier de longue durée qui était en prison depuis très longtemps sans aucun espoir de libération. Donc c'est pas tout à fait exact, par exemple, de dire qu'il a été libéré dans un échange de prisonniers. C'est pas vrai, il n'a pas été échangé. Il se trouve qu'au moment de cet échange très médiatisé, la France a poussé suffisamment pour qu'il sorte, mais en réalité, il est sorti quelques mois avant la fin de sa peine et il a passé la fin de sa peine en assignation à domicile. Autrement dit, on ne peut pas dire que la France ait pesé lourd pour essayer d'arrêter le calvaire de Salah Hamouri. C'est un véritable scandale. Bref, donc cet échange de prisonniers a eu lieu et il a occasionné la libération d'un certain nombre de prisonniers
de longue durée. Et donc, parmi ces prisonniers de longue durée, il y avait évidemment des gens, certains particulièrement actifs, qui avaient déjà fait un certain nombre de choses. Et autant Marc Jézour a fourni une première génération de dirigeants. Les déportés de Marc Jézour ont donné Ismaël Haniyeh, qui a été assassiné, mais qui est devenu le premier des premiers ministres et puis responsable du Hamas. Ça a donné des gens comme Aziz Dweck, qui malheureusement est toujours harcelé par la partie israélienne, faisant l'aller-retour entre son domicile et la prison. Et ça a donné aussi Ahmed Bayer, qui dirigeait le parti Hamas lors des élections de 2006. Ça a donné toute une série, 20% des candidats aux élections de 2006, pas des candidats, des élus, étaient des anciens de Marc Jézour. Vous voyez, donc c'est les mêmes finalement qui ont fait tout ce travail intellectuel d'élaboration d'un programme, qui se sont retrouvés 10 ans après, à la tête du pays. En ce qui concerne ceux qui ont été libérés lors de l'échange, ça donne par exemple Yahya Sinwar, qui est le numéro 1 du Hamas aujourd'hui, qui était avant le numéro 1 de la bande de Gaza. Parmi les libérés, il y a également d'autres personnalités. Je pense à Taoufik Abou Naïm, qui était ministre de l'Intérieur, et puis beaucoup d'autres. Donc on voit que finalement ces épisodes ont été importants dans l'histoire du mouvement, dans l'histoire politique du mouvement et dans l'histoire de la résistance palestinienne. Alors ici, j'ai un autre petit bouquin qui est âgé, puisqu'il a 4 ans, vous voyez. Et c'est le deuxième que j'ai écrit sur ce sujet, les dirigeants israéliens devant la Cour pénale internationale. Le premier, je l'ai écrit en 2014. Là aussi, c'était mon souci pédagogique. J'ai voulu faire un bouquin de droit international appliqué au conflit israélo-palestinien. Et en 2014, mon éditeur, qui a du talent, qui est un artiste et qui a des idées, il avait mis sur la couverture 4 cartes à jouer. Vous vous souvenez que lorsque les soldats américains sont arrivés en Irak, on avait remis à chaque soldat un jeu de cartes. Il y avait 52 cartes avec 52 visages qui étaient des personnes particulièrement recherchées, vous voyez. Et donc, on avait mis 4 cartes à jouer, dont celle de M. Netanyahou, d'ailleurs, déjà, à l'époque. Et la suite des événements a montré que tout ce qui a été écrit dans ce livre, sur le plan juridique, sous la supervision de mon ami Gilles Devers, qui est de Lyon, qui est, on peut dire, le principal avocat des Palestiniens à la Cour pénale internationale. Donc tout ce qui est écrit dans ce livre est parfaitement exact sur le plan juridique, mais compréhensible par moi et donc par tout le monde. Et puis j'ai fait une deuxième édition en 2020, 6 ans après. Il n'y avait pas une ligne à retirer du premier parce que tout ce qui s'est déroulé sur le plan juridique qui était prévu s'est déroulé. Et celui-ci, qui date de 2020, de 2020-2024, pratiquement tout ce qui s'est passé sur le plan juridique au cours des 4 dernières années est déjà dans ce livre. Je ne dis pas ça par forfanterie, mais tout simplement pour rappeler à ceux qui aujourd'hui encore pensent, en se désolant, que les juridictions pénales internationales ne servent à rien, d'ailleurs ça ne change pas, ce n'est pas exact, vous voyez. Ce n'est pas exact et ce n'est pas simplement pour défendre ces juridictions, mais c'est surtout pour dire que leur travail fait progresser la cause palestinienne à pas de géant. S'il y a 10 ans, lorsqu'on écrivait que des mandats d'arrêt seraient un jour passés, on nous riait au nez. Si on disait qu'une enquête approfondie serait ouverte, on nous riait au nez. L'enquête approfondie a été ouverte après 5 ans d'enquête préliminaire. Après, il y a eu des délais que j'explique dans ce livre, qui sont liés pas seulement d'ailleurs à la Cour pénale, mais qui sont liés aussi à l'autorité palestinienne, qui a freiné des cas de fer, qui a différé un certain nombre de décisions qui n'incombaient qu'à l'autorité palestinienne. Donc tout ça, c'est du passé. Il n'empêche que les délais de la manière dont avancent ces juridictions internationales est parfaitement compréhensible quand on comprend le statut de cette Cour pénale internationale.
Le statut de la Cour pénale est un statut qui a été extrêmement bien fait et qui ne nécessiterait au fond aujourd'hui que très peu de modifications, très peu. Alors que le statut de l'ONU, ne serait-ce que par le droit de veto, eh bien, c'est le plus ancien des statuts finalement de ces institutions et c'est celui dont on souffre le plus aujourd'hui. Une réforme du droit de veto est absolument indispensable si on veut que cette institution ne disparaisse pas tout simplement. Donc, le statut de la Cour pénale internationale a été extrêmement bien fait. Je signale soit en passant que le mot terrorisme ne figure nulle part dans le statut de la Cour pénale. Donc, si on vous argumente ou vous parle, est-ce que vous condamnez des attentats terroristes, vous dites, je suis désolé, terrorisme, ça n'existe pas en droit international. Ça existe dans certaines lois françaises qui sont particulièrement visées par le droit international, car ces lois, un certain nombre, sont illégales. Et il faut se rappeler que lorsqu'on signe des accords internationaux, ces accords s'imposent au droit local. Le droit international s'impose au droit national. Et tous les ans, par exemple, la Cour européenne des droits de l'homme condamne la France pour des jugements ou des actes qui sont illégaux, et vous le savez. Donc cette Cour pénale internationale, eh bien, c'est 18 juges. Le bureau du procureur, c'est une cinquantaine de personnes. Donc vous voyez que c'est des moyens extrêmement faibles pour pratiquer un art qui est le droit, qui est extrêmement rigoureux. Chaque acte où il y aurait une faute de droit va se trouver balayé par l'adversaire. Donc ça explique les délais pour aboutir à des décisions de type judiciaire. Mais si vous lisez ce livre, vous apprendrez aussi que lorsque des décisions sont difficiles à prendre, eh bien, et c'est dans la loi très ancienne, ça existait chez les Romains, paraît-il, eh bien, les juges peuvent décider de lancer ce qu'on appelle un amicus curiae, les amis de la cour. C'est-à-dire qu'on va demander, et ça peut être tout un chacun, ça peut être vous, moi, un professeur de droit, un plombier, que sais-je, n'importe qui peut envoyer un avis sur la question qui est posée. Alors évidemment, il y a un certain filtrage, tout le monde n'envoie pas n'importe quoi, mais ça n'empêche que ceux qui participent à cet amicus curiae, en général, représentent quelque chose, soit parce qu'ils ont une notoriété particulière en droit international. Les États, très souvent, participent aux amicus curiae. C'est même quasiment une règle, parce que quand on fait partie de la communauté des nations au sein de l'Assemblée générale, eh bien, il faut jouer un rôle. C'est comme quelqu'un qui serait dans une association et qui ne ferait rien, vous voyez, bon. Donc, en ce qui concerne eh bien, l'ouverture d'une enquête approfondie, Fatou Bensouda, qui était à l'époque procureur de la Cour pénale internationale, a lancé un amicus curiae. Alors, vous avez 3 mois et vous avez un mémoire de pas plus de 50 pages, notes comprises, à envoyer, vous voyez, pour que ça soit acceptable. Et lire ces amicus curiae, contrairement à ce que vous pourriez penser, est extrêmement facile. C'est facile à lire, vous voyez, c'est du langage juridique, mais en fond, ça se lit presque en travers, assez facilement. Et Fatou Bensouda, après, il faut qu'elle réponde à chacun de ces amicus curiae. Donc tout ça, ça a pris du temps, ça a pris 1 an et demi à peu près. Et on est absolument estomaqué de voir ces différentes interventions, qui sont des interventions à but politique, puisque les États réagissent politiquement, mais en malmenant parfois le droit d'une façon tout à fait ahurissante. Et Fatou Bensouda s'en est presque moquée dans son mémoire en réponse, en disant qu'elle avait reçu un certain nombre de textes complètement stupides. Elle ne l'a pas écrit comme ça, mais ça revient au même. Et ce sont les textes qui étaient envoyés par les États, en gros, et les officines qui soutenaient l'État d'Israël. Et c'est d'autant plus ridicule que le seul argument qui était avancé, eh bien, c'est que la Palestine n'était pas un État et donc elle n'avait pas le droit de se plaindre. C'est-à-dire qu'on ne contestait pas les crimes éventuels de guerre commis à l'encontre des Palestiniens, mais on leur disait vous n'avez pas le droit de vous défendre. Ce qui évidemment était non seulement complètement injuste, éthiquement impossible à soutenir, mais surtout juridiquement inacceptable, puisque la Cour pénale internationale, ayant accepté en son sein
la Palestine en tant qu'État, c'est en tant qu'État aux yeux de la Cour pénale internationale, avec tous les droits et les devoirs de tous les membres de la Cour pénale internationale. Donc la question avait été réglée depuis longtemps, vous voyez, elle est réglée depuis longtemps. Et d'ailleurs, quand la Palestine a été acceptée à la Cour pénale internationale, eh bien, personne ne s'y est opposé parmi les membres de la Cour pénale internationale. Alors vous allez me dire, les États-Unis et Israël n'y sont pas. Eh bien, tant mieux, tant mieux. La Cour pénale internationale n'a pas été faite pour tout le monde, elle a été faite pour ceux qui veulent adhérer, et ce n'est pas parce qu'on n'est pas adhérent à la Cour pénale internationale qu'on ne n'est pas soumis aux mêmes exigences, puisque l'objectif de la Cour pénale internationale, c'est de protéger les victimes des exactions, et quelle que soit la situation de ces victimes. Donc ce débat juridique a été tranché depuis longtemps. Et si j'insiste sur cette question, c'est qu'elle est ressurgie récemment, après 5 ans d'enquête préliminaire, enquête approfondie, et puis l'enquête approfondie étant ouverte, c'est-à-dire qu'on arrive au stade où des mandats d'arrêt peuvent être demandés par le procureur au juge, et puis le nouveau procureur est arrivé, Karim Khan, et puis on attend. Il n'a pas brillé depuis le 7 octobre, et même d'une façon assez catastrophique. Il est sorti de son rôle de procureur en faisant une médiatisation un petit peu à sens unique et en disant des choses parfois même inexactes sur le plan juridique, en faisant notamment appel à des soi-disant experts extérieurs à la Cour pénale internationale, ce qui n'est absolument pas prévu par les statuts, et en leur donnant une position d'importance qui n'est absolument pas prévue par les statuts. Aucun élément de recrutement n'a été fourni. Autrement dit, il s'est lancé dans des affaires qui sont complètement contestables sur le plan juridique. Donc, on avait la plus mauvaise opinion de ce nouveau procureur, et certains pensaient même qu'il s'était juré de ne jamais demander de mandat d'arrêt contre les protagonistes. Et puis, eh bien, l'État dont il est question, Israël, ayant monté les violences jusqu'au niveau de la suspicion d'un génocide, eh bien là, c'est un autre accord international qui a été utilisé et que les Israéliens n'avaient absolument pas prévu. Eh bien, c'est cette fameuse Convention internationale de lutte et pour la prévention du génocide de 1948, qu'Israël d'ailleurs a signé et donc est même partie prenante. Donc ça a été un véritable coup de tonnerre, car d'un seul coup, c'est une autre juridiction. Pour des raisons un petit peu historiques et pratiques, la Cour internationale de justice s'occupe de ces problèmes, de ces questions de génocide, alors que c'est le plus grave des crimes de guerre. Ce n'était pas la Cour pénale internationale qui l'a en charge, c'est un accord séparé parce qu'on a considéré que lorsqu'il y avait un génocide en cours, l'important c'était de prévenir l'aggravation de ce génocide, de le stopper et de non pas simplement compter les morts après, des années après, pour aboutir à un jugement et des sanctions. Donc il y avait une démarche tout à fait particulière. Et donc cette Convention pour le génocide, eh bien là aussi c'est un texte extrêmement bien fait, puisque lorsqu'elle a été saisie, il y a eu quelques semaines, au maximum quelques mois, entre le moment où elle a été saisie et le moment où elle s'est réunie. Et il s'est agi de quelques semaines avant qu'elle donne comme avis, mais cet avis, c'est une décision judiciaire, ce n'est pas simplement un avis lancé en l'air comme au Comité des droits de l'homme, vous voyez, sans conséquence, c'est un avis judiciaire. Eh bien, elle a demandé la mise en place de mesures de protection exceptionnelles avec obligation de rendre compte au bout d'1 mois, 2 mois, 3 mois, etc. Et vous savez de fort comme moi que malheureusement, eh bien, aucune des demandes de la Cour internationale de justice eh bien, n'a fait l'objet d'un suivi de la partie israélienne. Et au contraire, le cas est allé en s'aggravant dans ce vertige qui nous conduit en enfer tous et qui est assez effrayant et que les plus pessimistes d'entre nous n'avait pas prévu. Il n'empêche que le côté positif, c'est que cette décision de justice de la Cour internationale de justice, eh bien, a été un bras de levier énorme
sur le procureur de la Cour pénale internationale. Et donc c'est à la suite qu'il a été véritablement contraint. Il ne pouvait pas, sauf à se ridiculiser, à discréditer complètement l'institution, il ne pouvait pas ne pas demander des mandats d'arrêt. Alors ces mandats d'arrêt ont été demandés, alors vous allez me dire pourquoi n'ont-ils pas été émis, puisque ça fait maintenant plusieurs mois. Eh bien ils n'ont pas été émis parce que le statut de la Cour prévoit à ce stade aussi la possibilité d'un amicus curiae. Donc c'est-à-dire que les juges ont dit, bien, envoyez vos contributions, les États, les institutions, tous ceux qui veulent, et donnez-nous notre avis sur les mandats d'arrêt précis qui ont été demandés contre les 5 personnes en question. Alors là, les délais qui ont été demandés sont plus courts. Vous avez 10 jours, vous avez 30 pages, vous voyez, bon. Mais une fois que ces amicus curiae sont reçus, il faut répondre en droit à chaque amicus curiae. Et là, il y avait 5 personnes incriminées, vous voyez. Et je vous ai donné les chiffres, le nombre des juges. Il y a 3 juges pour ça. Donc c'est un travail qui nécessite du temps, de la rigueur, et qui ne peut pas être fait dans des délais très, très rapides. Contrairement à ce que beaucoup disent ou pensent, ce n'est pas parce que ces juges sont soumis à des pressions. Bien sûr qu'il y a des pressions, mais la caractéristique d'un juge, les juges ne sont pas nommés comme ça par ils ont leur éthique, comme les médecins, que sais-je, enfin ils devraient l'avoir. Et on l'a vu d'ailleurs de manière assez éclatante, en ce sens que parmi les 15, je crois, juges de la Cour internationale de justice, eh bien, tous les avis ont été rendus à l'unanimité, moins une voix, qui était la voix de l'Ouganda. Et donc, on comprend assez bien que l'Ouganda ait pu être corrompu, malheureusement. J'ai rien contre les Ougandais, mais contre les autorités ougandaises, oui. Voilà. Donc, on voyait qu'il y avait une écrasante majorité des juges qui, finalement, disaient le droit. Voilà. Donc, on peut, je crois, encore leur faire confiance, y compris au niveau de la Cour pénale internationale. Alors, ces amicus curiae, là je vais accélérer, eh bien, on a vu réapparaître les mêmes. Il y a eu en particulier les Allemands, bon, comme d'habitude, qui ont dit des choses totalement ahurissantes, qui ont dû véritablement faire sursauter les juristes allemands. Et puis, il y a eu les Anglais aussi, qui ont rendu un avis catastrophique, mais véritablement, si vous le lisez, c'est triste à mourir, expliquant que finalement que lancer des mandats d'arrêt, c'était quelque chose de grave, puisque ça consistait à mettre en cause la liberté des personnes. Vous voyez, la liberté de M. Netanyahou, c'était quand même quelque chose à prendre en compte lorsqu'on lance un mandat d'arrêt. Vous voyez le niveau de la discussion. Et ça, c'est écrit noir sur blanc. Heureusement, le nouveau gouvernement anglais, celui qui a été élu, eh bien, a retiré l'amicus curiae qui avait été émis par le gouvernement précédent. Alors, il y a aussi une nouvelle dans cet amicus curiae, eh bien, c'est que les Israéliens ont décidé de participer. Vous voyez, là aussi, on sent que le vent du boulet est perçu outre-Méditerranée, alors que les Israéliens se sont toujours moqués de la Cour pénale internationale. Après, ils l'ont méprisée. Après, ils l'ont critiqué, et puis maintenant, ils ont envoyé des textes juridiques qui sont d'une pauvreté absolue, puisqu'ils reposent à peu près sur la même argumentation que finalement, dans les accords d'Oslo, il y a écrit que tous les sujets israéliens, où qu'ils soient, et notamment qu'ils soient en Cisjordanie ou ailleurs, eh bien, dépendent de la juridiction israélienne et pas de la juridiction internationale, ce qui est évidemment complètement faux en droit international. Donc tout ça retarde les choses, mais le simple fait que la partie israélienne ait désigné des avocats pour M. Netanyahou et M. Galland, ça montre bien, qu'ils ils sont poussés à entrer, ils le prouvent, à entrer dans la démarche juridique. Donc vous voyez, tout ceci pour ne pas vous décourager de la progression du droit, et en particulier, je pense que lorsque ces mandats d'arrêt seront émis, et c'est inéluctable qu'ils soient émis, eh bien, on pourra alors poser la question à un certain nombre de responsables politiques, et aux nôtres en particulier, aux responsables européens, en leur disant, vous engagez-vous à
livré à la Cour pénale internationale tel ou tel le jour où il se présentera sur votre territoire. Et là, tous ceux qui ont répété en permanence sans se connaître ou sans qu'on puisse mesurer les conséquences qu'ils étaient pour l'application du droit international seront bien obligés de l'appliquer. Donc ça sera une défaite juridique très importante, ou plutôt politique avant d'être juridique, pour l'issue de la guerre actuelle, de la bataille actuelle. Alors, pour terminer, eh bien, je me suis rendu compte qu'après avoir discuté avec tous ces personnages, avec tous ces dirigeants du Hamas, ou presque, le seul avec lequel je n'ai pas parlé, c'est Yahya Sinwar. Car Sinwar est quelqu'un qui s'est toujours extrêmement méfié des médias. Il y a très peu d'interviews qu'il a pu donner. C'est quelqu'un qui a toujours privilégié la réflexion et l'action, mais loin, loin, loin des médias. Dans cette biographie du Cheikh Yassine, le Cheikh Yassine a été assassiné en 2004, donc je n'ai pas pu avoir d'entretien avec lui, je l'ai croisé juste une fois, par hasard. Mais donc, ce qui m'a frappé, c'est que tous ces grands personnages, que ce soit Abdelaziz Rantisi, que ce soit Moussa Abou Marzouk, que ce soit Khalil Aya, que ce soit Ismaël Haniyeh, que ce soit Yahya Sinwar, tous font référence au Cheikh Yassine. Alors je me suis dit, je vais étudier un petit peu le Cheikh Yassine. Je pensais initialement que c'était un personnage un peu folklorique qui attirait la sympathie et la compassion, puisque c'était un grand paralysé. Moi, c'est ma spécialité, la chirurgie des paralysés. Donc, un paralysé des 4 membres, ça me parle. J'en ai traité beaucoup. Et je pensais bêtement que c'était une espèce d'icône, si vous voulez, qu'on avait mis sur la cheminée. احنا إلنا وطن مسلوب. أنا إلي بيت في عسقلان وإلي أرض، وهذا في يافا وهذا في غزة وهذا في أرضنا مسلوبة. فإحنا بنطلب حقنا، ما بنطلبش أكتر من حقنا. إحنا ما بنكره اليهود وبنقاتل اليهود لأنهم يهود. اليهود أهل دين وإحنا أهل دين. إحنا بنحب كل أهل الأديان. أخويا هذا اللي من أمي وأبويا اللي دينه مسلم، إذا أخذ بيتي وطردني منه أنا بقاتله. أنا بقاتل أخويا، بقاتل ابن عمي إذا أخذ أرضي وبيتي وطردني. فلما اليهودي يأخذ أرضي وبيتي ويطردني منها كمان أنا مستعد أقاتل. أنا ما بقاتل أمريكا ولا بريطانيا ولا دول أخرى، أنا كل الناس معهم بالسلام. بحب كل الناس وبحب الخير لكل الناس، كمان بحب الخير لليهود. واليهود عاشوا معنا طول حياتهم، عمرنا ما اعتدينا عليهم وعمرنا ما أسأنا لهم، يعني وصلوا إلى مراتب عليا من الوزارات والحكم والأغنياء. مين اللي بيعتدى عليهم؟ لكن هم لما ياخذوا أرضي وبطني وبيتي ويتشردوني منه. أنا عندي 4 مليون فلسطيني مشرد في الخارج. مين أحق تروح لوطنه؟ اللي جاي من روسيا اللي له 2000 سنة مبعد عنها، ولا اللي له 40 سنة طالع منها؟ مين أحق أن يعود إليه؟ إحنا ما بنكره اليهود، لكن بنقول لليهود أعطونا حقنا بس. Et je me suis aperçu, en menant une trentaine d'entretiens avec des gens qui ont vraiment l'ont connu, ont travaillé avec lui, ont grandi avec lui, que c'était tout le contraire, que je me suis complètement trompé, et que c'était au contraire quelqu'un qui avait une réflexion et une vision que, sur le moment, beaucoup de ces grands responsables, de ces jeunes qui sont devenus des grands responsables, eh bien, n'avaient pas. Et donc, ils m'ont raconté, et je dois dire que je les remercie énormément de m'avoir parlé avec autant de sincérité. Le magnéto est sur la table, et puis on parle pendant 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures, 3 heures parfois. Et ils m'ont raconté des choses absolument hallucinantes. J'allais dire qu'il me vaudrait sans doute la prison quand vous aurez lu le bouquin, mais vous me donnerez votre avis, j'en sais rien. Mais j'ai été frappé vraiment de cette ouverture. Et j'ai eu des entretiens très très passionnants. Je pense en particulier à quelqu'un que vous connaissez sans doute pas, mais qui est l'alter ego de Sinwar. J'ai décidé dès le départ de ne pas finir le livre en 2004, biographie de Ahmed Yassine, assassiné en 2004, mais j'ai décidé de le terminer le livre en 2024. Pourquoi? Parce que vous apercevez que
tout ce qu'il a enseigné, ou une très grande partie de ce qu'il a enseigné, de ce qu'il a dit, de ce qu'il a prévu, des positions qu'il a prises, eh bien, étaient des bonnes positions. Et ce qui s'est passé depuis 20 ans le confirme. C'est-à-dire, il est mort il y a 20 ans, mais tout ce qu'il a dit s'est produit depuis 20 ans. Un point ceux qui veulent ouvrir le livre, vous pouvez commencer par la dernière page, et vous verrez ce que disait il y a plus de 20 ans, puisque c'était en 1998, c'est le seul interview long qu'ait donné le cheikh Yassine. Alors, les arabisants, je pense qu'il y en a qui ont écouté cette interview historique de Ahmed Yassine par Ahmed Mansour sur Al Jazeera. Levez la main ceux qui l'ont lu. Oui, voilà, bon, j'ai travaillé pour les autres, hein, mais il y a aussi les témoins qui sont intéressants à écouter. Voilà. Donc, en 1998, Ahmed Mansour d'Al Jazeera a fait une interview de plus de 6 heures du cheikh Yassine. Et il lui a demandé de raconter sa vie. Alors, il l'a raconté. Alors, on a plein de détails. Et c'est très important parce que comme il était paralysé, il n'a jamais écrit sa vie. On n'a pas de discours écrit de la main d'Ahmed Yassine. Et quand je critiquais amicalement ceux qui ont travaillé avec lui il y a bien longtemps, je leur disais, mais enfin, il pouvait vous dicter quand même. Ah oui, mais non, on n'écrivait rien. Non, on parlait simplement. Les messages, on les transmettait souvent par voie orale. Et vous voyez, ça évoque quelque chose d'aujourd'hui avec les interceptions. Voilà, quand on sait utiliser les faiblesses de l'adversaire, eh bien on utilise d'autres moyens et le transmission des messages par voie orale, c'est pas mal aussi. On utilise des messagers qui ne savent rien, par exemple, etc. Et donc, en 1998, Ahmed Yassine a fait cette interview historique que j'ai fait traduire et transcrire en totalité. Et on y apprend énormément de choses, mais on y apprend aussi qu'en 1998, la Palestine n'était pas libre et que donc il y a un certain nombre de choses qu'on peut dire et d'autres qu'on ne peut pas dire. Et là, on mesure l'intelligence du cheikh qui parfois élude sa phrase, parfois même on éclate de rire. Vous voyez, quand Ahmed Mansour le pose en lui disant, enfin quand même, vous avez fait des études en Égypte à telle époque, vous avez rencontré aucun frère musulman? Ah non, j'ai rencontré personne. Et puis à la fin, poussé, il dit, ah si, une fois j'ai croisé Seyed Qutb, il nous raconte une histoire à mourir de rire. Et voilà, bon. C'est quelqu'un, il y a aussi de l'humour dans ces témoignages. Il y a aussi des choses qui sont très intéressantes, ce sont les rapports entre les différents groupes palestiniens, le FPLP, entre Arafat et Ahmed Yassine, des rapports personnels qui montrent que les deux personnages se connaissaient et s'estimaient énormément, bien qu'ils ne soient jamais vus avant 1997, c'est-à-dire le moment où Ahmed Yassine a été échangé, enfin bref, je passe, il y a eu l'accord de Méchal, enfin l'attentat contre Méchal, il ne s'était jamais vu jusqu'à cette date-là, mais ça n'empêche qu'il y avait une complicité, chacun avait son rôle et chacun respectait l'autre, et il y a des histoires assez savoureuses entre les deux personnages qui m'ont été racontées par tous ces témoins. Voilà, Ahmed Yassine, qui est totalement méconnu. Si vous prenez par exemple ce pavé sur l'histoire de la question palestinienne d'Henri Laurence, qui fait la partie où le Ahmed Yassine est vivant, c'est 2 volumes qui font chacun 900 pages, vous voyez. Dans le premier, je dis ça de tête, Arafat, dans l'index, est cité 300 fois. Ahmed Yassine, 2 fois, vous voyez. Dans le 2e volume, le rapport est de 200 à 20, c'est-à-dire de 1 à 10, si vous voulez. Et ça pose véritablement question, et ça m'a éclairé sur un certain nombre de déclarations qui ont été faites ces derniers temps de la part de gens que nous estimons beaucoup, des intellectuels, par exemple, français, que nous apprécions parce qu'ils sont pro-palestiniens, parce qu'ils nous racontent des choses extrêmement intéressantes, qui sont très cultivées, on les écoute avec beaucoup d'intérêt. Finalement, Henri Laurence peut être classé dans cette catégorie. Alors, comment se fait-il qu'on ait cherché, qu'on ait fait si peu attention
un personnage dont la formation, les élèves et les événements ont contribué d'une manière aussi importante à la situation actuelle. Comment se fait-il, voyez ? J'ai écouté, par exemple, pour les citer, parce que ce sont des gens que j'apprécie beaucoup, j'ai écouté Ronnie Broman, qui est un ami, Alain Grèche, dans une longue interview qui fait plus de 3h30 sur un petit média. Tout ce qui est dit est intéressant. Tout ce qui est dit est en faveur des Palestiniens. Mais on s'aperçoit quand le journaliste essaye à la fin de les faire parler sur ce qui va se passer demain, sur l'avenir proche, on s'aperçoit qu'ils n'ont rien à dire. Et on s'aperçoit en revoyant finalement cette très longue interview qu'ils n'ont parlé pendant 3 heures pratiquement que du point de vue occidental et israélien, pour le condamner bien entendu, mais c'est-à-dire que ces chercheurs finalement, ils ne cherchent que dans ce qu'ils trouvent, c'est-à-dire lorsqu'on leur livre de ce qui leur vient sur la table, eh bien ils pensent encore, ou en tout cas dans leur texte, eh bien, que c'est ce qui se passe en Israël qui va créer la solution. Il va falloir qu'Israël se mette à table, il va savoir qu'Israël lutte contre le racisme, il va savoir que l'apartheid... Et c'est de ce côté-là que ça doit se passer. Et qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui, et notamment en particulier après une année épouvantable ? Eh bien que si les Palestiniens n'ont pas été vaincus et écrasés, ils ne le doivent pratiquement qu'à eux-mêmes. Et ça, c'est une leçon véritablement qui montre que nous sommes entrés dans une phase historique différente, où ce sont ceux qui sont concernés qui vont déterminer l'avenir. Qui, de bonne foi, avez-vous entendu parler dans nos médias d'élections en Palestine ? Les élections, elles sont réclamées depuis 16 ans, 18 ans, par tous les partis palestiniens, et notamment par les partis islamistes. Si vous écoutez les déclarations, par exemple, je pourrais presque vous lire, j'avais mis des post-it, mais ils n'y sont plus, c'est pas grave, mais si vous écoutez, par exemple, ce qu'a déclaré Yahya Sinwar, qui est diabolisé dans nos médias, qui est vraiment, c'est une hystérie raciste, les termes qui sont utilisés, y compris dans des journaux comme Le Monde sur Sinwar, sont épouvantables. Si vous vous contentez d'écouter ce qu'il a pu dire dans les rares interviews qu'il a données, eh bien, il dit, écoutez, arrêtez de dire que nous refusons un État palestinien. Nous le réclamons depuis les années 90, l'État palestinien. Et ça n'a pas changé. C'est ce qu'avait proposé le Cheikh Yassine dans les années 90 et dans les déclarations du Hamas jusqu'à aujourd'hui. Ils sont pour un État palestinien. Ils ont réformé leur charte, qui était une catastrophe, qui a été écrite en 2008. Et j'ai eu le fin mot de l'histoire, d'ailleurs, parce que j'ai rencontré j'ai enregistré même celui qui a écrit cette charte, qui s'appelait Fatwa Dukhan. Et cette charte était épouvantable, vous savez, elle était remplie de poncifs antisémites, etc. Bon, il y a tout un contexte historique à remettre, je l'explique dans le livre, mais bien entendu, cette charte était à condamner en totalité. Je me souviens encore, il y a 15 ans, je disais à Mahmoud Zahar, vous savez, moi, dans mes conférences, je peux vous défendre, mais jusqu'au moment où on parle de la charte. Il disait, ah oui, mais c'est un vieux texte, voilà. Mais en tout cas, c'est la seule chose qui avait retenu l'Occident. Et je crois même qu'il y a une espèce de brûlot qui a été publié ces derniers temps, qui reprend cette charte à chaque chapitre. Je passe. Je ne donnerai pas le nom de l'auteur pour ne pas lui faire de la publicité. Voilà. Mais donc, depuis les années 90, les Palestiniens demandent, les Palestiniens, le Hamas en particulier, accepte la création d'un État palestinien à Gaza, Jérusalem-Est et en Cisjordanie, sans reconnaissance de l'État d'Israël. Alors ça fait bondir beaucoup, mais au fond, c'est ce qu'il y a de plus raisonnable, parce que un État, c'est par définition un territoire précis, avec une frontière connue, défendue par une armée, dont c'est le rôle, avec des lois communes, défendues par une police, dont c'est le rôle de respecter que la loi est respectée. Donc finalement, un État, c'est le début de la mise en avant de l'intérêt général par rapport à l'intérêt particulier. C'est ça un État, vous voyez. Alors si vous additionnez les critères étatiques de la Palestine
Et les critères étatiques de l'État d'Israël, vous apercevez qu'il y a beaucoup plus de critères étatiques du côté de la Palestine. La Palestine est un territoire reconnu. C'est le territoire de l'État palestinien issu de démantèlement de l'Empire ottoman. Il y a des cartes, c'est précis, c'est clair. L'État palestinien, au démantèlement de l'Empire ottoman, eh bien, a présenté plein de caractères étatiques. Il avait son administration, il avait sa juridiction, il a passé une quinzaine d'accords internationaux avec le monde entier, y compris avec la puissance mandataire qui était l'Angleterre. Il avait sa monnaie, il avait ses timbres, etc. En ce qui concerne la partie israélienne, c'est beaucoup plus faible. L'État d'Israël n'a pas, contrairement à ce que certains disent encore, été créé par les Nations Unies en 1947. Les Nations Unies, dans leur statut, n'ont aucun pouvoir de créer un État ni de le défaire. Ils peuvent à la limite l'exclure. Et là, on peut se poser la question de savoir pourquoi Israël, qui n'a jamais respecté les résolutions des Nations Unies, qui a déchiré le statut de la Déclaration des droits de l'homme, etc., à la tribune des Nations Unies, pourquoi ils n'ont pas été exclus? Eh bien, ils n'ont pas été exclus pour un tout petit article, très très court du statut des Nations Unies, qui dit un État peut être exclu par le vote de l'Assemblée générale des Nations Unies sur proposition du Conseil de sécurité. C'est cette toute petite phrase qui fait qu'on n'a jamais demandé à l'Assemblée générale de se prononcer sur cette question de l'exclusion. Mais vous avez vu, notamment au cours des votes récents, eh bien, que l'immense majorité des États des Nations Unies eh bien, soutiennent le droit international et soutiennent les Palestiniens dans leur lutte pour l'application du droit international. Finalement, en 1947, l'Assemblée générale des Nations Unies a reconnu un État palestinien. Mais comme le dit Gilles Devers, la reconnaissance est une chose, mais ce n'est pas la vie. Un enfant, il est vivant, même s'il n'est pas reconnu par ses parents, même s'il n'est pas reconnu par la municipalité. Un État, c'est un État de fait à partir d'un certain nombre de ces critères qui sont un petit peu élastiques, mais en tout cas qui sont quand même assez clairs pour certains. Donc finalement, c'est une reconnaissance par les Nations Unies en 1947, et cette reconnaissance, elle a été votée par une Assemblée générale qui était amputée des 3/4 de ses membres par rapport à aujourd'hui, les 3/4 de l'humanité étant colonisée en 1947. Et moi, j'ai été frappé, comme vous tous, par cette image ces jours-ci, de cette Assemblée générale des Nations Unies, qui, au moment de l'apparition de M. Netanyahou, eh bien, on en voit les 3/4 quitter la salle, voyez. Benjamin Netanyahu, Prime Minister of the State of Israel. I request protocol to escort His Excellency and invite him to address the Assembly. Order, please. Ladies and gentlemen, order. Order, please. C'est peut-être les mêmes 3/4 d'une certaine façon. Cette image est très frappante que l'Organisation des Nations Unies aujourd'hui eh bien, contient l'immense majorité des États et représente d'une certaine façon l'immense majorité de l'opinion mondiale. Et ça, c'est un élément très important qui doit nous rendre optimistes. Et en ce qui me concerne, je pense que nous allons un jour eh bien, pouvoir sourire comme je vois Fadila Lever ici. Je vous remercie. Si vous voulez poser des questions sur l'année passée, parce que je n'en ai pas parlé, sur la situation actuelle, intervenir,
me contredire. J'ai fait une quarantaine de conférences depuis le 7 octobre et je vois à chaque fois une dizaine de personnes qui sortent de la salle parce qu'effectivement, la façon dont je présente le Hamas, qui je crois est assez honnête, ne plaît pas à tout le monde, y compris dans certains milieux pro-palestiniens. Mais donc s'il y a une opposition, hein, n'hésitez pas à le faire savoir. Oui, une opposition là-bas? Alors j'ai parlé de celui dont on parle le moins. Mais en ce qui concerne le Fatah, il n'y a pas de division chez les Palestiniens. Il y a une division entre l'autorité palestinienne et le reste du Palestinien. Et moi, à Gaza, combien de fois on m'a dit celui-là c'est un bon Fatah, celui-là c'est un bad Fatah, celui qui soutient l'autorité, celui qui ne le soutient pas. Bon, de toute façon, et ça existe dès le début. Regardez ce que dit le cheikh Yassine au moment où ils se sont affrontés le plus, c'est-à-dire dans les années 70-80, à propos de la création de l'université islamique. Ça a été très violent parfois, il y a eu des morts même. Mais à aucun moment, ils n'ont essayé, que ce soit Arafat plus ou moins, parce que c'était un calculateur peut-être, mais en tout cas de l'autre côté, on a toujours reconnu le Fatah. Ahmed Yassine a dit « Je suis d'un pays dont le leader est Yasser Arafat ». Et je finirai juste par un exemple pour pas trop durer. Bon, il y a eu des gouvernements d'union nationale, etc. Et les déclarations, y compris d'Yahya Sinwar d'ailleurs, sont complètement de travailler à 1000% avec le Fatah. Mais il y a eu une anecdote qui m'a été racontée. Ahmed Yassine était paralysé. Il était sur son lit et il y avait eu des attaques très violentes, physiques, contre le Hamas, et en particulier contre Abdelaziz Rantisi, on avait attenté à sa vie, clairement. Et Abdelaziz Rantisi tournait autour du lit d'Ahmed Yassine, furieux, il était un petit peu chaud, hein, mais Abdelaziz, en disant il faut absolument qu'on réagisse. On peut pas, il faut absolument marquer un plan d'arrêt, il faut taper dans le tas. Et Ahmed Yassine lui dit écoute. Il lui a raconté l'histoire de sa paraplégie. On a toujours dit que Ahmed Yassine avait 16 ans, il était sur la plage et en faisant un faux mouvement gymnastique, il était tombé, il s'était retrouvé paralysé des 4 membres. Ben, il a dit ça ne s'est pas passé comme ça. Alors qu'Abdelaziz tournait autour, vous voyez, pour obtenir une décision. Ça ne s'est pas passé comme ça. En réalité, je me battais, je luttais contre un camarade. C'était de la lutte sportive, mais c'était de la lutte quand même. C'était beaucoup plus fort que c'est un faux mouvement, évidemment. À un moment, il m'a poussé, je suis tombé sur un caillou derrière et je me suis retrouvé paralysé. Et à ce moment-là, j'ai senti la gravité de la situation. Et j'ai dit à mon camarade, je lui dis, on dira que ça s'est passé comme ça, que c'est un accident et que tu n'y es pour rien. Parce que sinon, et ceux qui sont de culture arabe connaissent bien, parce que sinon, eh bien, nos familles vont s'entretuer, nos familles vont réclamer des tas de compensations financières, et je ne veux pas qu'il y ait de bataille dans la famille. Voilà. Il a raconté cette histoire à Abdelaziz. Il n'y a pas eu de réaction, si vous voulez. Il lui a expliqué qu'il fallait accepter les choses parce que la division intra-palestinienne ne devait jamais être un axe stratégique. Et il y a beaucoup d'autres exemples dans ce sens, et on n'est pas du tout inquiet. Je pense que Jacques Nénaud, qui est palestinien, n'est absolument pas inquiet. Et ça a toujours d'ailleurs beaucoup énervé Mahmoud Zahar lorsqu'on lui parlait de réconciliation intra-palestinienne, en disant « Ah, les pauvres, les Palestiniens, ils peuvent arriver à rien parce qu'ils ne s'entendent pas », comme si on demandait, quel exemple on peut donner en France, de réconciliation entre les partis avant d'aller aux élections. Enfin, je passe. En tout cas, il n'y a pas de division intra-palestinienne. Et moi, j'en ai plein d'exemples. J'en ai dans les chroniques de Gaza. Vous voyez, il y en a qui sont pleines d'humour. Les Palestiniens sont tout à fait unis sur les questions de la liberté.
Alors non, j'y suis allé au mois d'avril, après m'être assuré auprès d'un collègue qui était allé avant que les conditions de chirurgie, moi je suis chirurgien, hein, je ne peux pas faire autre chose, étaient réunies, parce que les images qu'on nous envoyait de tous ces enfants qui mouraient sur le carrelage, je me disais qu'est-ce que je vais faire. Ils ont besoin de réanimateurs, ils ont besoin de banque du sang, ils ont besoin, que sais-je, de soluté. Et j'ai eu un chirurgien qui m'a dit, j'ai passé 1 heure au téléphone, il m'a dit il y a tel matériel, j'ai pu faire ci, j'ai pu faire ça. Et donc j'y suis allé au mois d'avril, je suis allé opérer à l'hôpital européen qui était le seul hôpital qui était encore fonctionnel. Et c'est une équipe que je connais par cœur puisque j'y vais depuis tellement longtemps. Je connais tous les infirmiers, les anesthésistes, ils me connaissent, ils savent comment je travaille. Et j'ai pu travailler honnêtement dans les mêmes conditions que d'habitude. Ça ne veut pas dire que c'était bien partout, puisqu'évidemment c'était le seul hôpital qui fonctionnait et tout le reste était les patients n'arrivaient pas dans les hôpitaux. Donc on peut travailler aujourd'hui, mais la restriction, c'est que j'ai constaté maintenant aujourd'hui, c'est évident, qu'il n'y avait aucune discrimination dans les bombardements. Il y avait déjà eu plein d'hôpitaux qui avaient été bombardés, détruits, avec des morts. Ma collègue orthopédiste, Nada Borch, chirurgien orthopédiste, est morte sous la torture dans les prisons israéliennes. Alors on pouvait imaginer qu'il est tombé sur des fous furieux. Malheureusement, on s'aperçoit avec le temps, et notamment avec les témoignages des prisonniers qui sortent, et j'ai eu des témoignages vraiment de vive voix et parfaitement crédibles, concernant des gens que je connaissais de longue date. Voilà, les bombardements sont complètement indiscriminés, n'importe qui peut tuer n'importe qui à tout moment. Et donc, je n'ai pas envie d'y retourner dans ces conditions, notamment pour des raisons familiales, parce que ça n'aurait aucun sens de perdre le grand-père qui allait faire le zouave comme ça. Voilà. Donc, j'y retournerai quand on pourra travailler et quand il n'y aura plus de soldats israéliens à Eretz et que les bombardements auront cessé. De toute façon, je ne suis qu'une misérable vermisseau. C'est une goutte d'eau ce que je peux apporter. Et il y aura du travail pour la chirurgie des handicapés, qui est ma spécialité, pour 10 ans, vous voyez. Donc, quand je vais là-bas, je fais le chirurgien. Je vois chaque patient, je veux qu'il me voie comme un chirurgien, pas comme quelqu'un qui fait des selfies avec des gens en train de mourir en arrière-fond. Donc, j'essaye d'être rigoureux dans ce que je peux faire. Et on peut faire. Il y avait d'excellents hôpitaux. Quand je suis parti en avril, chaque médecin avait 3 valises de 25 kilos qui étaient remplies de matériel parfaitement adapté, parce que les pharmaciens des hôpitaux communiquaient et disaient « nous avons besoin de tel litre d'anesthésiques, des fixateurs externes », et on partait avec le matériel dont on avait besoin pour travailler sans piocher dans les réserves. Donc l'organisation de certaines associations, comme Palmed en particulier, était très très bonne. Je ne critiquerai pas Palmed, mais plutôt certains qui sont partis avec, où il y avait quand même des charlots qui étaient là un petit peu en touriste pour faire des pseudo-reportages qui me gênent beaucoup, parce que les reporters palestiniens, il y en a plein. Il y en a près de 300 qui ont été tués, et il y en a encore beaucoup sur place. Et je trouve ça tout à fait inéthique de ne pas croire, de ne pas diffuser l'avis d'un médecin palestinien ou d'un reporter palestinien dont les images, dont les enregistrements nous parviennent, et d'attendre finalement encore, et ça je le citerai, Vincent Lemire, dont j'avais une certaine estime. Il a écrit un excellent bouquin sur la destruction du quartier maghrébin de Jérusalem, qui est un très bon livre d'historien, mais aujourd'hui on le voit dans les médias dire des horreurs absolues. Et la semaine dernière, dans une tribune du Monde, il expliquait qu'on ne pouvait pas savoir ce qui se passait à Gaza parce qu'il n'y avait pas de journaliste sur place. C'est une honte, surtout pour un historien. Vous voyez, ça rappelle l'époque où on parlait des chroniqueurs arabes et non pas des historiens arabes. Vous voyez, donc ça, cette position toujours de se placer un petit peu au-dessus, c'est quelque chose que l'on ressent dans les ONG de façon très, très douloureuse. Et
Moi, j'ai eu je dirais que mes principaux soucis pendant ces 15 jours que j'ai passés, c'était avec ceux qui étaient embarqués dans le même bateau que moi, que je ne connaissais pas, et dont j'ai vu que certains étaient véritablement jouissaient finalement d'être dans une situation un peu d'excitation, vous voyez, malsaine. J'ai vu des chirurgiens qui passaient aux urgences comme on va faire son marché en disant tiens, qu'est-ce que je vais pouvoir opérer aujourd'hui, vous voyez. J'ai beaucoup de réticence vis-à-vis des ONG, bien que j'en fasse partie depuis 50 ans. Vous voyez, bon, il y a vraiment à boire et à manger. Il y a un chapitre sur les ONG, alors pas médicales, mais sur les ONG droits de l'homme, etc., dans ce livre qui donne à réfléchir, vous voyez. Il faut avoir un petit peu d'humilité quand on va là-bas. Vous voyez, on va pas dans. C'est pas parce qu'une bonne partie du pays est détruite que vous n'avez pas des intelligences extraordinaires, des techniciens fantastiques. Et d'ailleurs, ils faisaient du cœur ouvert, et ils faisaient de la neurochirurgie, et ils faisaient de l'endoscopie, et ils faisaient de la transplantation rénale. Donc quand vous arrivez là-dedans, il faut, voilà, il faut être un peu modeste quand même. Donc les ONG, les marges du retour. Les marges du retour, Médecins sans frontières a levé des fonds considérables avec le thème « Nous avons soigné 5000 blessés des marges du retour ». C'est un mensonge absolu. Médecins sans frontières, il n'y a pas un membre de Médecins sans frontières qui a opéré en urgence un blessé des marges du retour. C'est zéro. Moi, j'ai vu 400 hospitalisations dans une journée à l'hôpital Chifa, et c'est évidemment les 12 blocs opératoires de 12 chirurgiens et plus palestiniens qui ont fait tout le boulot de l'urgence. Médecins sans frontières a ouvert un centre de pansement, de consultation de pansement, ce qui est très utile, c'est très bien. Et les gens du ministère de la Santé nous disaient on est bien contents parce que plutôt qu'ils encombrent l'hôpital avec les pansements, ils les font là-bas. Ils ont fait venir des chirurgiens pour faire des pansements, pour faire des opérations mineures, ridicules. Et des chirurgiens, la plupart, qui n'avaient aucune expérience de ces séquelles traumatiques particulières qu'on voit, il faut bien le reconnaître, moins souvent chez nous, vous voyez. Donc les ONG, j'ai vu, c'est des ONG qui prétendaient que c'était avec des antibiotiques qu'on allait prévenir eh bien, l'infection, par exemple, de toutes ces fractures ouvertes des marges du retour. Alors, prévenir avec des antibiotiques, il faut faire des prélèvements pour trouver les germes. Et, ah oui, mais ici à Gaza, il n'y a pas d'hygiène, alors on ne peut pas envoyer ça dans les labos de Gaza. J'ai vu de mes yeux la responsable de Médecins sans frontières partir avec des boîtes réfrigérantes, avec des prélèvements pour faire des examens, des recherches de germes, de microbes, pour les faire analyser. Je vous donne en 1000, où ça? À Tel Aviv. Donc, vous voyez, ce genre d'ONG, c'est Médecins sans frontières quand même, vous voyez. Alors il y a des gens très bien, Médecins sans frontières, bien entendu, mais imaginez l'image que cela donne à nos amis palestiniens qui sont assis à côté, qui n'ont l'air de rien, mais qui viennent de transplanter un rein, vous voyez. Écoutez, je suis aussi inquiet que vous. Je suis passé comme vous depuis 9 mois par des épisodes, vous voyez, en yo-yo. Lorsque tout ça a commencé, ce que je me suis dit, comme beaucoup, c'est que tant qu'il s'agissait de bombarder, les Israéliens avaient une suprématie absolue. Mais je connaissais l'existence des tunnels, hein, bien entendu. Tout le monde la connaissait, mais on n'en avait pas les détails. Je me souviens d'un jour, on m'avait demandé de consulter des membres des brigades Al-Qassam. Alors j'ai dit OK. Alors on m'a emmené dans un hôpital, et puis il y avait 40 gus qui attendaient à l'entrée. Je me suis dit, déjà une consultation de 40, c'est beaucoup. Et puis ils étaient bien disciplinés, parfaitement musclés, c'est le moins qu'on puisse dire. Il y a même des sacrés malabars. Et je me suis aperçu que tous ces gars-là, ils venaient pour des tendinites, pour des douleurs lombaires, des trucs comme ça. Enfin, j'avais tous les tunneliers devant moi, quoi. C'était absolument palpable, quoi.
Je crois qu'il y en avait 2 à opérer sur les 40. Et puis tout le reste, écoutez, reposez-vous un peu, évitez les charges lourdes. Voilà. Donc ces tunnels, on savait qu'ils existaient et on savait qu'ils étaient très profonds. Lorsque, par exemple, on a construit ce canal du côté égyptien pour empêcher les tunnels, on s'est dit, il suffit de passer en dessous, hein, c'est pas compliqué. Malheureusement, la ville de Rafah, du côté Égypte, a été entièrement détruite. Ça ne nous a pas empêchés. On était là-bas en 2013. On est entré à Gaza par l'Égypte. C'était sous Morsi à l'aller. Et le coup d'État a eu lieu à ce moment-là. On ne pouvait plus sortir. On est passé par des tunnels qui faisaient 800 mètres, 1 kilomètre de long. Et puis on a abouti comme ça, très très loin. Vous voyez. Donc ces tunnels... même si un tunnel est détruit, on sait qu'il se reconstruit, c'est du sable, il n'y a pas de socle, le socle est très très loin. Donc cette histoire de tunnel, on se disait, dès qu'il va y avoir l'offensive terrestre, eh bien ça va être véritablement un enfer pour les soldats israéliens, puisque les tunnels, il y en a partout, il y a les maisons, enfin bref, tout ça. En plus, ils ont un système de connexion, évidemment, filaire, ce sont des fils téléphoniques, ils ne passent pas par... voilà. Donc ça semblait absolument évident que les Israéliens auraient beaucoup de difficultés, et on se disait, bon, ça va durer 3 mois, et puis après, les Américains vont dire stop, comme ils ont fait au cours des fois précédentes, et chacune des offensives précédentes, et c'est la surprise, la mauvaise surprise, c'était que les Américains ont fait exactement le contraire, et qu'ils ont au contraire fourni des bombes de plus en plus puissantes. Donc là, c'est à ce moment-là que le moral a commencé à retomber. Quand ils ont coupé Internet, on s'est dit c'est fini, mais ça n'a pas duré longtemps. Au bout de 24 heures, Internet est reparti, vous voyez. Et là, on voit qu'il y a une très haute technicité du côté des Palestiniens. Cette bataille actuelle, il faut l'appeler une bataille, hein, c'est une bataille au cours d'une guerre qui dure finalement depuis 1947 ou 1917. Cette bataille a démontré très vite une énorme capacité d'organisation dans tous les domaines, une énorme technicité dans tous les domaines où l'autre est faible. Vous voyez, les histoires, par exemple, des chars. Moi, ça fait des années que j'entends dire eh bien maintenant, ça y est, on construit des charges explosives qui sont capables de traverser 10 cm de blindage. Puis maintenant, c'est 15 cm. Voilà. Et donc, il était évident que la partie palestinienne était préparée en ayant étudié toutes les failles de l'adversaire. نحن غزة بسمائها وهوائها وبحرها ورمالها والتي سنذكركم في كل مرة بأنها مقبرة للغزاة ووحل لا قاع له للمحتلين عبر العصور. كيف تعيش في سجن واسع زنازينة ومن نار ورماد وتقوم من تحت الأنقاض تتشعل في رقاب القاتل تجمع أشلاك وتاتي وتوري الدنيا الكذابة كيف يسير قانون الغاب من أين طريق الحرية ومن أين توتا الدباب. الله أكبر. مش فارق العالم يتكلم موت حر وما تعيش مسلم تلم جيل ورا جيل يتعلم كيف يعيش ويموت لقضية. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. Et il faut bien reconnaître que tout ce qu'ils avaient prévu, eh bien, ça s'est révélé exact. À cet égard, il y a un livre très impressionnant qui est le livre de Jacques Beau, qui est un Suisse, ancien des services de renseignement, ancien haut responsable militaire à l'ONU, la force de l'ONU,
Et lui a parfaitement analysé tout ça avec des sources d'informations très très approfondies, notamment sur le plan militaire. Et il explique que toutes les failles qui ont été exploitées à fond par la partie palestinienne. Donc, on s'est dit, à un moment donné, les Américains vont dire stop, et ils vont arrêter, comme ils l'ont fait au cours de toutes les guerres depuis 1973 et peut-être même avant. Voilà. Alors, ce n'est pas ce qui s'est passé. Alors, on s'en vient à espérer des modifications, comme toujours. Il y a eu, vous verrez dans Marjezour, il y a l'interférence des élections américaines, comme toujours. C'est le moment où les Israéliens tapent le plus fort, c'est le moment où les Américains sont dans une situation de relative faiblesse diplomatique. Alors on espère qu'à ce moment-là, ça va jouer. Et puis surtout, l'événement considérable, c'est celui de lundi dernier. C'est-à-dire qu'une puissance étrangère super armée a démontré qu'elle pouvait atteindre à tout moment n'importe quelle partie du territoire israélien et l'a montré. Alors là, vous avez deux discours. Vous avez un discours complètement hors sol qui consiste à expliquer que l'Iran est dans une extrême faiblesse. Ça, c'est quelque chose de complètement ahurissant. La réalité, c'est tout le contraire, c'est-à-dire que par les deux offensives iraniennes, l'Iran a démontré ce qu'il était capable de faire, et qu'en même temps, il était capable de faire le maximum de choses pour éviter des victimes civiles. C'est quand même un double signe, vous voyez. Alors, pour rajouter à cela, je vous ai parlé des mandats d'arrêt. Il est inéluctable que des mandats d'arrêt soient émis, notamment contre Netanyahou et Galland. Et ça peut être du jour au lendemain. Même le procureur Karim Khan, actuellement, se rend compte qu'il est dans une impasse et il supplie, même lui, supplie les juges de le faire. Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu and Minister of Defense Yoav Gallant bear criminal responsibility for the following international crimes. The crimes include starvation of civilians as a method of warfare, willfully causing great suffering, willful killing or murder, and intentionally directing attacks against a civilian population. Et les juges le feront. Donc ça va changer la donne vis-à-vis de tous les exécutifs qui soutiennent M. Netanyahou, qui lui parlent encore, vous voyez. Donc tout ça fait qu'il va y avoir un retournement de situation dans les mois qui viennent, je pense. Écoutez, je pense en tout cas qu'ils auront de très fortes pressions, pression de l'opinion, mais aussi pression juridique, parce que la complicité de crimes de génocide, c'est quelque chose qui existe, vous voyez. Je sais par ailleurs, mais je n'ai pas le droit d'en parler parce que c'est encore sous le manteau, mais que la Commission européenne va avoir des soucis, vous voyez. Donc il y a des actions en droit international, en droit européen qui progressent. Eh bien, on verra. Alors, écoutez, en ce qui concerne les projets, c'est un petit peu comme les projets militaires. Quand on dit, vous savez, par exemple, telle armée avait déjà préparé ci, il y a des tas de corps de métier où on ne fait que des projets, vous voyez. Alors, il y a des projets militaires, il y a des projets économiques. Alors, on nous a ressorti le projet d'un doublement du canal de Suez, qui ne tient pas la route une seconde, quoi. Il y a à côté un pays de 100 millions d'habitants qui vit du canal de Suez. On ne va pas construire comme ça, à coup de bombe atomique, un canal
traversant la Palestine comme on traverse un champ de blé. Tout ça n'a aucun sens. Je me souviens d'une fois où j'arrivais chez Mahmoud Zahar, il me dit, vous savez pas qui sort de mon bureau, là, ici? Ben, j'avais des émissaires européens qui sont venus me présenter le projet de la création d'une île artificielle en face de Gaza, une île qui serait financée sûrement avec l'argent de l'Arabie Saoudite, avec un aéroport, avec un terminal pétrolier, avec un port, etc. Bon, quel est le sens de créer une île artificielle en face de Gaza alors qu'il y a un port à Gaza qui a été détruit, qu'il y a un aéroport, etc. Tout ça, c'est une façon de, je sais pas, d'essayer de créer de fausses idées de dons qu'on ferait et qui seraient utiles à cette pauvre population qui n'en peut plus. Voilà. Donc je crois qu'il ne faut pas s'inquiéter de ces projets. Il y a toujours des arrière-pensées économiques, mais qu'apporte économiquement Israël à la planète? Pas grand-chose. Pas grand-chose. En dehors de l'industrie, de la sécurité et de l'armement, qui représentait il y a quelques années 67% de son PIB, vous voyez, il n'y a pas d'intérêt économique. Alors, Sylvain Sipel, qui est toujours très très intéressant à écouter, donc qui a été longtemps à New York et longtemps correspondant à Tel Aviv, qui connaît très très bien la société israélienne, lui-même expliquait ces jours-ci qu'il n'avait jamais réussi à comprendre l'intérêt des Américains pour soutenir Israël au point où ils le font. Et ils n'avaient jamais... Et puis il s'est dit, au fond, c'est le seul pays finalement où vous avez à la fois un exécutif et une population qui sont d'accord et qui marchent ensemble. Et tout le reste finalement, vous avez tous ces pays arabes, vous avez des régimes autoritaires ou des dictatures carrément qui soutiennent plus ou moins la partie israélienne, et toute leur population, dans leur totalité, soutient la partie palestinienne. Ce qui veut dire finalement que c'est le seul pays sur lequel les Américains peuvent s'appuyer pour avoir un semblant de stabilité, une espèce de bras armé dans leur projet de balkanisation du Proche-Orient. Donc tout ça ne tient pas à beaucoup de logique, et finalement l'intérêt porté au soutien à Israël des Américains a de fortes chances de chuter vertigineusement. On le voit dans l'échantillonnage par génération. On voit que les jeunes générations ne pensent pas du tout, en particulier au Parti démocrate, comme les vieilles générations. Donc tout ça va dans le sens, finalement, de l'intérêt des Palestiniens qui sont toujours là, qui sont toujours sur place. Et donc, finalement, la solution radieuse, c'est celle que propose depuis 30 ans, 40 ans le Hamas. C'est la création d'un État palestinien dans les frontières de 67 tout de suite, avec un cessez-le-feu de longue durée, 10 ans, 15 ans, 25 ans, m'a dit Mahmoud Zahar, suivi sans respect de l'État d'Israël, sans reconnaissance plutôt de l'État d'Israël, puisqu'on ne sait pas de quoi il s'agit exactement. Suivi au bout de 25 ans ou 20 ans d'un référendum d'autodétermination de toutes les parties concernées, de tous ceux qui vivent sur le territoire de la Palestine, israélien, de Palestine de 48 compris. Qu'on ne nous dise pas que cette solution est déraisonnable. L'arrêt des armes demain et la remise à 25 ans sur un référendum d'autodétermination. C'est exactement, entre parenthèses, ce que Fatou Bensouda, dans son mémoire par lequel elle a ouvert une enquête approfondie, disait « Moi, Cour pénale internationale, ce n'est pas dans mon rôle de décider des frontières. Je propose de faire une enquête, parce qu'il faut bien qu'on sache où on va enquêter, sur Palestine, Jérusalem, Est, Cisjordanie, Gaza, en sachant que la décision finale ne pourrait être basée que sur l'autodétermination. » Il n'y a quasiment pas de différence entre la déclaration Bensouda et le programme du Hamas depuis 30 ans. C'est la réalité.
Alors, vous voyez, il y a une différence entre riposter et parler. Vous voyez, chez nous, on parle beaucoup, je parle en France, mais on ne fait rien. Vous voyez, si l'on regarde, vous savez, il y a beaucoup de correspondance entre le Hezbollah et le Hamas. Le Hezbollah s'est créé 5 ans plus tôt, tout simplement parce que la nécessité locale nécessitait qu'un mouvement de libération nationale se crée 5 ans plus tôt. Il a suivi le même parcours, d'ailleurs, par d'abord un mouvement pour s'occuper des pauvres, d'Awa, après le parti Amal, après on passe à la résistance armée, comme tous les mouvements de libération nationale, c'est une nécessité malheureusement. Mais si on regarde objectivement, qu'a réussi le Hamas en un an? Ils ont réussi à ne pas être vaincus. Ils ont réussi à être toujours là, à poursuivre une politique de harcèlement, alors qu'ils sont sous siège depuis pas seulement 2007, moi dès 2001, tout ce qui entrait à Gaza et sortait, je l'ai vécu, c'était les Israéliens qui décidaient. Donc, dans un pays, dans un territoire sous siège, avec un nombre de combattants de quelques milliers, ils ont réussi à tenir en échec l'une des plus puissantes armées du monde, alimentée en permanence par le flux des armes américaines. Le Hamas et le Hezbollah a un équipement militaire, plutôt un nombre de combattants qui doit être au moins 5 fois celui du Hamas, avec un grand nombre de professionnels, 20 000 dit-on, avec des frontières qui sont ouvertes dans une certaine mesure, mais qui sont ouvertes pour un certain nombre d'équipements militaires. Donc finalement, le Hezbollah en tant que force armée est beaucoup plus puissant que ne l'était le Hamas. Donc il ne fait aucun doute que toute tentative terrestre par les Israéliens au Liban va se solder par des soucis énormes à la partie israélienne. Et c'est ce qui commence à se passer, sauf qu'aujourd'hui nos médias bien se focalisent sur la faiblesse de l'Iran, et puis en même temps nous apprenons par tout ce qui vient du terrain, et bien que les soldats israéliens commencent à avoir de très sérieuses pertes dès les tout premiers jours de la guerre au sol. Vous voyez, autrement dit, cette attaque israélienne sur le Liban, au sol en tout cas, est vouée être un échec. Et ce n'est jamais en bombardant des populations civiles qu'on a gagné la guerre. Donc, le degré de violence dépendra de la partie israélienne et de la capacité des Occidentaux à stopper cette violence. Mais en tout cas, il y aura de victoires encore moins au Liban qu'il y en a eu à Gaza. C'est clair. Par ailleurs, en ce qui concerne la position politique du Hezbollah, là aussi, elle n'est absolument pas donnée. En particulier, écoutez, j'ai une anecdote à vous raconter que vous ne connaissez pas parce qu'elle m'a été racontée ces jours-ci. Un de mes amis, juste après le 11 septembre, après avoir bien discuté, a fini par avoir une interview de Hassan Nasrallah. Et il s'est retrouvé, après être passé dans une voiture, vieux bandé, tout ce que vous voulez, devant Hassan Nasrallah. Donc il y a 25 ans presque. Il a fait une interview d'1h30, dont il a encore l'enregistrement. Et il a pris des photos, qu'il m'a montrées d'ailleurs. Et en rentrant, pour un grand journal que je ne nommerai pas, il a proposé son interview exclusive d'1h30 de Hassan Nasrallah. Et la réponse de la rédaction a dit non, ce gars a l'air beaucoup trop sympathique, il n'est pas question qu'on publie son interview. Voilà. I just make one very provocative question لكن to أريد you, أن أسأل سؤالا واحدا استفزازيا but it is not political. ولكنه ليس سؤالا سياسيا. You have fought against a hegemony of the United States. Isn't Allah, or the notion of a God, the ultimate superpower? And shouldn't you, as a freedom fighter, also seek to liberate people from the totalitarian concept of a monotheistic God? We believe that God Almighty
هو الخالق is the creator لهذا الوجود of this existence والإنسان and of human beings لكل المخلوقات. and of all creatures. عندما خلقنا When he created us, إمكانات. he gave us capabilities, he gave us these bodies, إمكانات نفسية he gave us psychological and spiritual capabilities. We call it instinct. الإنسان بمعزل عن People in isolation, just أو القوانين in isolation from religious laws, بفطرته just they have an instinct, الصدق and, وبعقله. but يقول they have an الصدق instinct to أمر tell جيد. the truth. They have an instinct, their instinct tells them that truth is good, that lying is bad, that justice is good, that injustice is bad. That helping poor people and unjustly treated people and defending them is a good thing. But attacking others and shedding their blood, this is horrible. مسألة مقاومة السيطرة الأمريكية أو غير The issue of resisting American hegemony or resisting occupation or resisting any attack against us or against our people, this is a moral issue and an instinctive one and a human one. Now God also wanted it like this. So in this sense, moral and human principles are consistent with the law of the heavens, because the Abrahamic religions did not come up with anything that contradicts the mind or contradicts the human instinct, because the creator of the religion is the same as the creator of the humans, and the two things are totally consistent. Whenever, in any country, even if in a house or in a country, if there are two leaders, that's a recipe for ruin. So how could the universe last for billions of years in such beautiful harmony and have more than one God? If there was more than one God, it would have been torn to pieces. So we do have the evidence. We don't fight to impose a religious belief on anybody. The Prophet Abraham was always in favor of dialogue and showing evidence, and we are all followers of that Prophet. Thank you, Sayyid Nassan. نشكر سيادتكم يا سيد نصر الله. Great. Thank you. Thank you. These are the interpreters. أحب أشكر المترجمين. المترجم المختبر. شكرا. Donc, avant de nous parler de l'exploit technologique des bombes américaines larguées par les Israéliens, la première chose, ça serait d'écouter ce que dit, et lui, il disait, il parlait, il écrivait, il y a des livres entiers qui ont été écrits sur ce que disait Hassan Nasrallah. Et finalement, il y a tout un travail d'éducation à faire, et l'histoire le reconnaîtra. On est dans une très grande vulgarité en ce moment vis-à-vis de cette question. Vous aviez levé le doigt tout à l'heure. Ah, il y a un jeune homme. Dis-moi. Oh. Écoute, je ne répondais pas à cette question parce que tu vois, j'apprécie que tu sois là, je suis très content. Et j'ai toute une série de petits-enfants qui sont dans tes créneaux, tu vois. Et nous, parents, ou grands-parents plutôt pour moi, on est face à un problème, c'est-à-dire qu'on veut former nos enfants, on veut les protéger, mais on ne peut pas les protéger complètement parce qu'ils savent des choses, ils discutent entre eux, tu vois. Et je sais que j'ai une petite fille elle vient juste d'avoir 5 ans. Et j'ai su dans une conversation qu'elle avait avec d'autres enfants qui parlaient de ce qui existe en ce moment, de ce qui se passe en Israël-Palestine. Et l'une disait, oui, mais c'est parce qu'il y en a qui ne veulent pas partager. Voilà. Ça veut dire qu'ils réfléchissent, ils arrivent même parfois à des conclusions assez simples que nous pourrions adopter, mais en même temps, il faut les laisser vivre leur jeunesse, et puis se former, et puis se politiser. Il faut que ça vienne d'une façon spontanée. Moi, par exemple, j'ai 4 enfants à la génération. Il y en a 2 qui ne sont pas politiques. Ils soutiennent, mais pas politiques du tout.
Et les deux autres, ces deux filles, beaucoup plus, et l'une, 1000%. Elle est avocate, droit d'asile, etc. Elle croule sous le boulot, les droits des étrangers, etc. Alors, les gens rigolent quand je leur dis que je ne l'ai pas poussée. C'est vrai, je ne l'ai pas poussée, elle a choisi, mais elle a choisi évidemment avec certaines orientations. Voilà. Voilà. Donc, tu as tout le temps, mon cher ami. Ne te brûle pas les ailes. Tu sais ce que ça veut dire, pas se brûler les ailes? Pas prendre de risques pour l'avenir, pour toi. Moi, j'ai toujours pensé, la question c'est pourquoi faire de l'humanitaire à Gaza, j'ai toujours pensé que mon métier ne m'intéressait pas simplement à l'Hexagone, donc j'ai toujours circulé, j'ai toujours été attiré par l'étranger. Et alors, ça c'est la question qu'on pose régulièrement à l'aéroport Ben Gurion quand on passe par Israël. Oui, mais pourquoi vous ne venez qu'à Gaza? Quand ils apprennent, parce qu'on ne peut pas raconter d'histoire, vous êtes venus 20, 30, 40 fois. Alors non, je suis allé 50 fois en Algérie, par exemple. Parce que là-bas, j'avais des amis, des copains, et puis on travaillait ensemble. Voilà, le monde est ouvert pour la médecine, heureusement. Ben, tout change en fonction des événements. La frontière égyptienne n'a été ouverte que sous Morsi, de manière facile. On est passé un certain nombre de fois par les tunnels, mais officiellement du côté palestinien, pas officiellement du côté égyptien. Et puis elle est fermée depuis 2013, comme je vous le dis. Et donc on repasse par Israël. Et puis en avril dernier, on est passé par l'Égypte parce qu'il y avait des espèces de fourgons. Les Israéliens autorisaient 20 personnes, 15 jours. Alors on lève la main, on passe dans le truc. Bien sûr, bien sûr. Alors ce qu'on me dit aujourd'hui, c'est que du côté égyptien, il y a certains tunnels qui refonctionnent. Ceci étant connu de la partie égyptienne, et en particulier pour acheminer des vivres, des choses comme ça. C'est des informations, ça, je ne sais pas. Mais enfin, on a beaucoup de nouvelles de l'intérieur, on en a vu ici, où on voit du matériel qui est distribué. Donc ce matériel, il faut bien qu'il entre quelque part. Par quelque moyen que ce soit. Lorsqu'on est passé au mois d'avril, il y avait plus de 1000 camions qui attendaient du côté égyptien, et on a attendu un petit peu, on a interrogé les camionneurs, il y en a qui étaient là depuis plus d'un mois. Et tous les jours, on laissait entrer quelques camions, mais certainement pas le flux complet. On a l'impression qu'il y a quand même maintenant des petits craquements dans et qu'il y a des choses qui rentrent. Mais... Oui, il y avait... Non. Il n'y a plus de questions? Eh bien, merci beaucoup. À bientôt.